Bonjour et bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Laura Le Sueur, CEO de Legend Daily et créatrice du podcast Legend Ladies, un podcast sur l'ambition féminine. De l'ambition, Laura en a et elle prouve qu'il y en a en chacune de nous par le biais de son podcast Legend Ladies, dans lequel elle donne la parole chaque semaine à une femme venue de tout horizon. Un podcast qu'elle a lancé après avoir travaillé 8 ans au sein d'entreprises de la tech, dans laquelle elle a occupé des postes importants comme directrice commerciale. Laura, qui depuis longtemps s'intéresse au développement personnel et particulièrement aux soft skills, décide alors de tout quitter pour lancer ses propres formations et conférences inspirantes avec Legend Daily. Son ambition, mettre au cœur de l'entreprise l'humain avant tout, avec des interventions qui ont pour but d'inspirer les salariés et les aider dans leur processus de changement. Des soft skills qu'elle partage également avec des femmes au sein de son bootcamp mental pour les aider à prendre du temps pour elles et à améliorer leur confiance, à travailler le marketing de soi, à apprendre à mieux gérer son temps ou encore à prendre des décisions. Avec Laura, nous avons parlé du développement de son activité, comment elle s'est formée et comment elle a réussi à se faire connaître auprès de ses clientèles cibles. Nous avons aussi échangé sur ce qu'est le leadership au féminin et les croyances limitantes des femmes qui nous empêchent de nous réaliser. Enfin, nous avons également échangé sur l'alimentation, un sujet qui l'anime beaucoup et sur lequel elle communique sur son site manger-citoyen.org et sur lequel elle a également fait une intervention TEDx, que je vous invite à voir. L'ambition, c'est le courage de se réaliser et c'est exactement ce qu'a fait Laura, que je vous invite à découvrir à travers cette interview. Mais avant de laisser place à notre échange, je vous annonce le lancement de la newsletter New Woman Boss, à laquelle vous pouvez vous inscrire sur le site newwomanboss.fr. C'est une newsletter que vous recevrez chaque semaine pour être au courant des prochains invités, mais aussi pour parler de sujets qui vous intéressent, puisque je vous invite à la construire ensemble. Enfin, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur iTunes, cela m'aide énormément. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est parti. Bonjour Laura. Bonjour Fatima. Ravie de t'accueillir sur le podcast. Ravie d'être là, merci pour ton invitation. Avec un très grand plaisir. Pour commencer, je vais te demander de te présenter pour ceux et celles qui écoutent, en tout cas qui ne te connaissent pas encore. Bien sûr, alors écoute, je m'appelle Laura Le Sueur, j'ai 32 ans, je suis maman d'un petit garçon qui a 15 mois et je suis entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai mon entreprise, ma société qui s'appelle Legend Daily, qui est une entreprise où je fais des formations et des conférences inspirantes pour les organisations, donc en B2B. Et la deuxième partie de mon activité, c'est maintenant je dis un média parce que ça a commencé, on en parlait par un podcast, le média Legend Ladies, qui est constitué donc du podcast avec un épisode chaque semaine autour d'une femme qui a une histoire à raconter et à transmettre. Et puis, on en reparlera, mais une émission télé du même nom qui sort à partir de janvier et d'autres projets. Donc voilà, Legend Ladies, c'est le média qui occupe la deuxième partie de mon activité. Et là, l'idée, c'est de pouvoir donner de l'inspiration aux femmes. Et ça m'amène notamment à créer aussi des masterclass dédiées aux femmes pour leur donner tous les outils, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, pour évoluer, pour atteindre leurs rêves, en fait, tout simplement. D'accord, très bien. On va en parler justement de tout ça. Mais pour commencer, je veux bien que tu reviennes un peu sur ton parcours parce que tu as travaillé pendant 8 ans dans des grosses entreprises dans la tech. Oui. Et est-ce que tu peux nous en faire un petit résumé, nous dire ce que tu en as retenu de cette expérience-là? Oui, complètement. Alors effectivement, moi j'ai toujours été sur des fonctions commerciales, donc des fonctions sales, pour une grande partie de ma carrière pour des entreprises qui commercialisaient des logiciels. La dernière en date où j'étais d'abord manager commercial puis directrice commerciale d'une entité, c'était 360 Learning, qui est une très belle, ce qu'on appelle une EdTech. Tu sais, c'est les sociétés de l'éducation avec de la technologie, donc une très belle EdTech française. Ils viennent de lever là 200 millions d'euros il y a Ah quelques ouais, quand mois même. et c'est leur 5e levée, tu vois? Ou 4e, je sais plus. Et donc très intéressant parce que déjà l'aspect commercial mêlé à l'aspect tech faisait que j'étais quand même une des rares femmes, il faut le dire, sur ces postes-là. Pourquoi? C'est une question intéressante d'ailleurs parce qu'en fait, c'est un écosystème qui, même si c'était à la base une start-up, là c'est plus de 300 personnes, donc c'est plutôt une belle scale-up, mais les environnements
d'ultra performance et d'hyper croissance commerciale, couplée à l'écosystème tech, on sait qu'aujourd'hui, tu as, tu sais, un peu moins de 25% de femmes quand même dans la tech, donc c'est encore peu, Ouais. font que ça en fait quand même des environnements un petit peu hostiles aux femmes. Et en tous les cas, pas forcément très attractifs, même si c'est un petit peu en train d'évoluer. Donc déjà, c'était intéressant d'avoir ce background-là parce que moi, ça m'a aussi quelque part structurée dans le sens où j'ai évolué dans ce type d'écosystème-là. Ensuite, ça m'a structurée parce que, bah, forcément quand, c'est une entreprise en hyper croissance et que tu te retrouves à des fonctions de management ou direction commerciale, ça demande beaucoup d'exigences, Ouais. notamment le fait de gérer la pression, gérer le stress parce que tous les trimestres, on relève les compteurs avec des objectifs qui sont à chaque fois de plus en plus hauts. Donc il y a le côté excitation, challenge qui moi m'allait bien Ouais. et le revers, c'est quand même le côté gestion du temps, être amené à travailler beaucoup, gérer la pression, les exigences et puis bien sûr l'aspect, management ou coaching, on l'appelle un peu comme on veut, qui est, bah, de non seulement performer toi en tant que contributeur ou contributrice individuelle, mais aussi aider les autres à se développer, aider les autres à grandir professionnellement et puis gérer tout l'aspect humain qui est hyper important. Parfois devoir, se séparer de certaines personnes, gérer des conflits, épauler certaines personnes quand elles ont besoin justement d'être accompagnées sur des niveaux de performance, mais aussi parfois sur des niveaux de soft skills, donc de compétences voilà, interpersonnelles. Donc Mmh. ça en fait un métier passionnant. Donc moi j'ai adoré mon expérience, ça m'a vraiment, ouais, ça m'a vraiment servi pour la suite, c'est certain. Mmh. Bah, oui, bah, c'est justement, c'est à ce moment-là, pendant ces expériences-là, que tu t'es intéressée au développement personnel? Alors écoute, en vrai, je m'y suis toujours un petit peu intéressée, je crois. Maintenant, c'était peut-être un petit peu inconscient, mais j'ai toujours, tu vois, lu en parallèle de mes activités, des Ouais. livres liés au développement personnel, écouté des podcasts quand les podcasts sont arrivés, ou même des documentaires. Voilà, c'est un domaine qui m'a toujours intéressée, de la même manière que je me suis mise assez rapidement à la méditation. Bon, j'aimerais dire que je la pratique tous les jours, mais ce serait mentir. Je la pratique quand je peux et c'est déjà pas mal, quand je prends le temps de le Ouais. faire. Au yoga, en fait, au-delà du développement personnel, Fatima, tu sais, moi, c'est l'approche holistique, vraiment Ouais. l'approche globale de l'individu, en prenant en considération son cerveau, son cœur, son corps, tu vois, si on veut dire les 3 C, moi j'aime bien ce concept. Mmh. Le cerveau, le cœur et le corps qui m'intéressent beaucoup parce que souvent dans notre société et encore plus quand on est dans des écosystèmes tels que ceux que je t'ai décrits, d'hyper-performance, commerciaux et de tech, on a tendance à être que sur le premier C, le C du cerveau, donc être Tout à hyper fait, ouais. analytique, hyper rationnel et Mmh. c'est très facile de se dissocier, de se détacher et d'oublier les 2 autres C qui sont hyper importants, c'est-à-dire le cœur, ce que tu as dans l'âme, un peu le spirituel et le corps, qui est aussi fondamental parce qu'on vit avec toute la journée, toute Tout à notre vie fait. et on en a qu'un seul. Ouais. Donc voilà. Et du coup, c'est ce que tu as constaté quand tu étais, au sein de ces entreprises-là, qu'ils étaient très attachés au premier C, le cerveau et pas forcément à leurs émotions et à leur corps? Oui, 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 complètement. Alors, je pense que déjà l'entreprise en tant que telle est quand même le lieu, c'est vrai, du cerveau parce qu'il y a une frontière qui Tout à existe fait. encore évidemment entre le pro et le perso, c'est normal. Mais parfois quand tu mets et c'était le cas de cette entreprise, quand tu mets beaucoup de process en place et que tu parles de performance, que toute la journée tu parles de Ouais. KPIs, bon pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est des acronymes en fait anglais, qui veulent dire des notions d'indicateurs de performance et en fait, tu passes la journée à parler anglais dans ces entreprises-là, ce qui est ou de en parler franglais si tu veux, Ouais, parce que tu as plein c'est vrai. d'indicateurs comme ça, voilà. Mais si tu veux, effectivement, parfois on peut en oublier l'aspect, humain qui compose chaque personne et je pense qu'on est en fait plus performant quand on est en pleine conscience de ces 3 éléments-là, tout simplement. Mmh. Et tu disais que tu faisais partie, des rares femmes, qui étaient dans ce niveau-là, dans une Ouais. start-up comme ça qui grossissait. À quoi tu as pu être confrontée en tant que femme? Oui, honnêtement, j'ai eu le sentiment de alors c'était en entreprise quand même, je dois le dire, bienveillante envers les femmes, hein, Ouais. qui voulaient faire les choses bien. Mais je me suis rendu compte, que, honnêtement ma place, j'ai dû aller la chercher. En ce sens que, je voyais des femmes brillantes dans cette entreprise, mais qui n'avaient jamais l'idée, par exemple, d'aller demander une augmentation.
qui n'avaient jamais l'idée de se proposer, même si on ne parle pas d'aspect financier, de se proposer pour un poste de management ou de direction. Et donc il y a d'un côté le fait que j'ai constaté que des femmes aussi douées et compétentes soient-elles ne s'autorisaient pas ou se censuraient ou parfois même ne pensaient pas forcément, n'avaient pas le réflexe d'aller chercher l'étape d'après ou d'aller assumer une certaine forme d'ambition. Et de l'autre côté, le monde, c'est pas un monde des bisounours dans l'entreprise, on le Mmh. sait. Des Ouais. dysfonctionnements, c'est-à-dire que, de la part de l'entreprise, aussi bienveillante soit-elle, il y avait à un moment donné des inégalités qui n'avaient pas lieu d'être. Et moi, je l'ai constaté à mon niveau personnel. 6 mois après être arrivée dans l'entreprise, je me rends compte au détour d'une conversation à la machine à café, que mon homologue masculin qui est sur le même poste que moi, qui était arrivé en même temps que moi, même parcours professionnel, mêmes objectifs, j'étais même à ce moment-là, je dépassais encore plus mes objectifs que lui, donc on était vraiment, tu vois, sur le même niveau, j'étais même un peu plus performante. Ouais. Je m'aperçois qu'on a 10 000 € d'écart de salaire sur notre salaire fixe, 10 000 € par 10 000 €, oui, c'est énorme, c'est énorme. effectivement, c'est énorme. Énorme, donc moi je pense que voilà, donc la 1re chose, c'est aussi de dire que Mais c'est parce que nous, on n'ose pas, nous les femmes, à demander plus en fait, quand on négocie les salaires, donc c'est prouvé, on demande toujours moins. tout Donc à fait, exactement. Soit on ne négocie pas, soit on ne négocie pas suffisamment, c'est ça. soit on n'a pas forcément les clés et tu vois, ça c'est des notions dont je parle aussi dans les masterclass que je donne parce que c'est important d'être outillé. Mais voilà, et ça m'a frappée parce que je me suis dit, voilà, je vais prendre le problème à bras le corps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sollicité un déjeuner avec le fondateur de l'entreprise, Oui. pas pour lui parler de la différence, en comparant mon homologue à moi, mais pour parler de ma propre valeur et pour justement demander pas une augmentation, là aussi les mots sont importants, mais un réajustement, de mon salaire par rapport à mon apport et à ma performance et cetera. Donc oui, j'ai constaté effectivement qu'il y avait encore beaucoup de travail sur, voilà, sur le sujet de l'égalité, des droits des femmes et aussi de la propre conquête qu'on doit s'approprier quelque part. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a amené justement, petit à petit, justement, à vouloir changer de carrière et à quitter l'entreprise pour te lancer, toi, avec, Légende Daily dont tu parlais Ouais. tout à l'heure? Écoute, honnêtement, j'avais déjà, voilà, en fond depuis plusieurs mois le fait de vouloir créer quelque chose, mais la décision, je l'ai un petit peu prise sur un coup de tête, si je suis tout à fait honnête. Oui. Je réagis beaucoup à l'instinct et j'écoute pas mal mon intuition. À un moment donné, j'en avais un petit peu assez, voilà, de la culture d'entreprise. Après plusieurs années, c'est normal, hein, il y a pas d'entreprise parfaite et j'estimais que j'avais un petit peu commencé à explorer la totalité, en tous les cas, de mon périmètre d'activité, même si ça restait quand même toujours très stimulant et je suis partie, quand je dis un peu sur un coup de tête, c'est surtout parce que j'avais une telle envie, de transmettre, mes convictions que je me suis dit: «Bon, tu travailles beaucoup, t'aimes bien ton travail, mais autant que quand tu bosses beaucoup, autant que ce soit dans la mesure du possible pour un projet, soit qui te passionne de A à Z, et ça peut être dans le salariat, hein, moi je pousse pas du tout le monde à l'entrepreneuriat, Mmh. ou bien que ce soit pour un projet, qui soit ton entreprise. Et donc je me suis dit voilà, moi j'aime bien le concept dans mon cheminement de vie de se dire: «Chaque personne, quelle que soit son origine, quels que soient les obstacles qu'elle a sur son parcours», tu sais, on dit: «On ne choisit pas tout ce qui nous arrive, mais on peut choisir la manière dont on répond à ce qui nous arrive». Et moi je Ouais. crois beaucoup en ça et je me suis dit: «J'ai envie de transmettre quelque chose autour de la légende personnelle». Cette conviction qui est de dire que chacun, chacune, on a la capacité à créer au quotidien, par les petits actes, la notion de quotidien est importante, par les petits actes comme les plus grands, notre légende personnelle. Et donc je me suis dit voilà, j'ai trouvé le nom de mon entreprise, ça va être donc Legend Daily, et j'avais envie de faire des conférences, des formations en entreprise. C'est ce que j'ai commencé à faire. Je me suis d'abord évidemment formée, je me suis aussi beaucoup auto-formée par de la lecture énormément, Ouais. par des formations en ligne, par de l'écoute de podcasts, par beaucoup de choses, par mon cheminement personnel aussi. Et en parallèle, le sujet des femmes, comme tu l'as bien noté, m'intéressait et de par les expériences et les anecdotes que je t'ai racontées et je me suis dit: «Ce serait quand même intéressant d'explorer le sujet de l'ambition féminine, qui est parfois mal perçu dans notre société française». Tout à fait, ouais. Donc je me suis dit: «Bah, la le meilleur moyen de faire, c'est d'aller interroger toutes ces femmes incroyables qui existent, et autour de ce concept, quoi».
Ouais, et c'est comme ça que tu as lancé le podcast. Exactement. Avant d'arriver justement au podcast, donc du coup, comment tu construis concrètement cette offre? Donc tu disais que tu t'es beaucoup formée, et ensuite donc tu vas, démarcher donc les entreprises? Donc est-ce que Oui. c'est déjà quelque chose, hein, une thématique, qui leur parle à eux, tout ce qui est développement personnel? Ouais, écoute, c'est une très bonne question. Alors, je dois te dire que déjà, comme on est, si tu veux, les entreprises françaises sont encore frileuses sur le sujet du développement personnel parce qu'elles pensent justement que c'est un truc qui est pas lié aux pros, alors que c'est totalement lié. Ouais, Voilà. totalement. Normalement, oui. D'accord. Non, en fait, je leur amène pas comme ça, je leur parle pas de développement personnel, je leur amène ça d'une autre manière, je parle plutôt de soft skills d'ailleurs. Mmh. Et donc, pour répondre à ta première question, étonnamment, et je pense que c'est utile aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, moi, la prospection, le fait de démarcher, j'ai aucun problème avec ça parce que je l'ai fait pendant toute ma carrière et qu'en plus, je prends ça comme un jeu, donc même si je me prends des portes, ça m'amuse un petit peu. Mais honnêtement, j'ai eu à faire très, très peu de prospection et je le dis parce que c'est intéressant. J'ai énormément communiqué sur LinkedIn et le D'accord. fait de communiquer sur LinkedIn et en même temps d'avoir le podcast Ouais. m'a permis d'être identifiée assez rapidement, et d'avoir une certaine expertise. Alors au début, bien sûr, hein, j'ai commencé, à faire des formations avec, peut-être un ou 2 clients que j'ai prospectés et avec aussi des clients, que je connaissais de bouche à oreille de par mon réseau. Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais salariée, j'adressais beaucoup les directions des ressources humaines qui sont mes interlocuteurs aussi aujourd'hui. Donc ça a Ouais. aussi facilité le sujet. Mmh. Mais donc en fait, moi, mon principal vivier de ce qu'on appelle les leads, de potentiels clients, c'est LinkedIn. C'est LinkedIn, Ouais, d'accord. encore aujourd'hui, exactement. Donc tu postais régulièrement des posts sur, sur ces thématiques-là et Exactement. donc ce qui t'a permis en fait d'être, devenue une référence dans le domaine. On t'a Exact, identifié en tout cas sur ces thématiques. c'est ça et je crois aussi Fatima qu'un point important et je le dis parce que c'est pas toujours évident pour les femmes, su la communication sur les réseaux sociaux, alors elle est distincte, hein, selon LinkedIn, Instagram, évidemment, c'est pas pareil, mais même sur LinkedIn, j'ai remarqué que ce qui fonctionnait le mieux, c'était le sujet de l'authenticité, mais ça veut dire quoi quand on dit ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se mouiller. Ouais. Moi, j'ai Il faut s beaucoup je communique encore beaucoup autour de moi. C'est pas toujours simple parce que, si tu commences à réfléchir, tu peux très bien partir dans des: «Mais les gens vont penser que c'est égocentré, les gens vont penser que j'ai pas suffisamment de légitimité». Tu as plein de pensées limitantes qui tout à peuvent fait, venir. c'est vrai. Donc quand je dis: «Il faut se mouiller», c'est il y a un côté, tu sais, get out there. Mmh. Voilà, il faut y aller, faites-le, osez parler, osez porter votre voix parce que c'est quelque chose en quoi vous allez croire. Donc à un moment donné, ça voilà, ça va faire écho, mais donc faut oser quelque part, communiquer et pas faire le truc à moitié. Donc ça, je pense que c'est important aussi, ouais. D'y aller à fond, quoi. Ouais, Mmh. ouais, ouais, Mmh. Pas hésiter ouais. effectivement. Go big or go home. Exactement. Et du coup, justement, les thématiques que tu abordes avec les gens de Daily, au niveau des formations, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors les thématiques, ça va être des thématiques donc liées, aux soft skills. On va beaucoup parler, de prise de parole en public et tu vois la manière parce que des formations prise de parole en public, tu en as plein. Moi, je Mmh. l'aborde d'abord, le premier module, c'est partir du sujet de la confiance en soi. Parce que c'est un vaste sujet qui nous concerne toutes plus ou moins, et tous d'ailleurs, parce que les formations en entreprise s'adressent aux hommes comme aux femmes. Mais donc, voilà, c'est le sujet de la confiance en soi. C'est difficile d'être un bon orateur ou une bonne oratrice si on n'a pas à un moment donné avancé et travaillé le sujet de la confiance en soi. Ensuite, il y a le sujet de la communication. Vaste sujet en entreprise. Je connais pas une seule entreprise qui n'a pas un besoin de formation sur le sujet de la communication. Interpersonnelle, la communication non violente, la communication d'un manager, le process de feedback. Tous ces sujets-là sont hyper importants parce que c'est à Mmh. l'origine de pas mal de conflits et ça affecte la performance. On va aussi pas mal parler, de leadership. Leadership, c'est un mot un peu valise derrière lequel on met beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est et moi, c'est comme ça que j'adresse mes formations, concrètement, comment chacun, chacune peut développer son leadership au quotidien avec des éléments hyper, hyper concrets. Et pour te donner un quatrième exemple parmi d'autres, c'est le sujet aussi de la gestion du temps, qui est aussi un vrai sujet pour les femmes encore plus, mais qui est très important.
à Donc fait. voilà, ça fait partie des exemples. Et puis après, il y a tout un volet dédié aux femmes, pour le coup. C'est une formation qui s'appelle Stronger for Business. Et là, en fait, c'est l'équivalent de mes masterclass, mais dédié aux entreprises. D'accord. Tu parlais de leadership. On dit souvent qu'il y a un leadership féminin et masculin. Pourquoi il Mmh. y a une différence entre les deux? Écoute, je pense qu'il y a, des éléments communs et je pense quand même qu'il y a des différences. Tout simplement parce que tu as des qualités liées aux femmes qui vont alors c'est très stéréotypé bien sûr, évidemment que là on généralise. Mais tu as des qualités liées aux femmes, je te donne un exemple très simple. Les études montrent que dans l'écoute active, les femmes sont en général, on va dire plus aptes que les hommes à avoir une écoute active, de leur interlocuteur, de leur interlocutrice, qu'elles vont être plus aptes aussi à démontrer de l'empathie à certains moments donnés et qu'elles vont être aussi plus aptes de démontrer une certaine vulnérabilité, alors que les hommes vont avoir peut-être tendance à plus se blinder. Et ça, c'est intéressant parce que dans le leadership tel qu'on le conçoit aujourd'hui, il y a plein de qualités qu'on peut imaginer facilement, mais le fait d'oser assumer, évidemment de manière adéquate, pas du tout tout le temps, mais de temps en temps, notamment dans des situations de crise, une certaine part de vulnérabilité, ça peut créer du sens pour ton équipe, ça peut créer du collectif, ça peut créer de l'empathie, ça peut créer de l'identification, et Mmh. ça peut faire de toi un leader bienveillant et inspirant. Parce qu'un leader inspirant, et je reboucle sur ta question, c'est pas quelqu'un qui fait tout bien parfaitement et qui n'a aucune faille. Au contraire. Et il y a une très belle citation d'ailleurs là-dessus qui dit les failles, c'est parce qu'il y a des failles que la lumière peut passer. Tu vois? Ouais, Quand il n'y a pas de faille, quand il n'y a pas de trou nulle part, c'est la lumière ça. ne passe Ne pas. passe pas. Mmh. Donc en fait, les femmes, bien sûr, ont une certaine forme de leadership liée à des certaines qualités, encore une fois, on généralise un peu, mais qui leur permettent, je pense, bah, d'exercer un leadership, inspirant à leur manière aussi, ouais, tout à fait. D'accord. Donc tu disais que justement, donc pour ces interventions-là, que ce soit auprès des entreprises ou auprès des femmes, donc tu es identifiée via LinkedIn Mmh. et le podcast. Heu, Est-ce que tu es toute seule aujourd'hui justement à travailler avec, sur les gens de Daily, pardon? Ouais, alors j'ai une personne qui est une office manager, Anne, qui m'aide sur toute la partie administrative qui est quand même hyper, importante parce que ça commence à voilà, à être, aussi un sujet. Donc sur l'aspect logistique administratif, j'ai une personne qui m'épaule. Et sinon, c'est moi et j'ai des personnes avec qui je fais des partenariats, mais sinon, c'est moi qui fais effectivement les conférences et les formations. D'accord, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 2 ans et demi. D'accord, très bien. Et donc du coup, tu as de plus en plus de demandes parce que tu ressens est-ce que la crise justement, ça n'a pas fait, comment dire? Booster plus ton activité? Parce que peut-être aussi que ce confinement a fait ressortir, pour les entreprises, l'importance de prendre soin un peu de Complètement. ses salariés Ouais. avec, tout ce qui s'est passé, notamment pour, bah, que ce soit pour les femmes ou les hommes d'ailleurs, et de remettre au centre le bien-être, de leurs salariés. Si, si, totalement. Je pense que, le voilà, la crise a quand même fait appel à une sorte de prise de conscience que, ces sujets-là étaient fondamentaux et que surtout dans un contexte où, il y a un manque de perspective, de sens, où voilà, on est dans un monde de plus en plus incertain et volatile que, il y a un besoin quelque part de, en fait, se recentrer sur soi pour être bien avec les autres. Tu vois? C'est pas du tout une sorte, le développement personnel, parfois les gens le comprennent mal parce qu'ils se disent, c'est une sorte de repli sur soi, à vraiment à s'intéresser uniquement à sa propre personne, mais pas du tout. C'est la base, c'est-à-dire que pour être bien avec les autres, bah, d'abord commencer effectivement par être bien avec soi-même et ça passe par des sujets liés, au développement personnel complètement. Mmh. Et dans tes cibles, donc du coup, tu parlais d'entreprises, c'est les grosses entreprises ou pas Alors particulièrement? j'ai beaucoup d'entreprises qui sont des, scale-up de la tech. Tu Ouais. vois? Je pense, à des, Vodoo, Jelly Smack, Vodoo, c'est une licorne maintenant française. Jelly Smack, c'est une très belle entreprise aussi qui fait des contenus vidéo, des entreprises Salesforce par exemple, et puis après j'ai des entreprises on va dire plus classiques. Je pense par exemple à Mastercard, à Swiss Life, à une filiale d'AXA. Donc là tu vois c'est plus le secteur banque assurance. Donc en fait Mmh. c'est principalement des secteurs de la tech, mais tu as aussi d'autres clients qui sont de secteurs on va dire qui sont hors tech.
Et tu vois une différence entre les startups et les grandes entreprises, justement? Parce que les startups, justement, ils ont pas cette partie, ressources humaines et qu'ils ont besoin, quelque part, de travailler là-dessus, plus que des Ouais, grandes alors entreprises. oui, c'est vrai que selon le stade d'évolution de la startup, c'est le département ressources humaines est plus ou moins, construit, plus ou moins élaboré et organisé. Là où je vois la principale différence quand même, c'est honnêtement dans le niveau d'exigence, de rapidité, de pression, et oui, de manque de temps Ouais, quelque part qui peut transparaître quand tu adresses des entreprises, qui sont des licornes où, voilà, tout est sans cesse pour avant-hier, et il y a un ouais. vrai sujet de, gestion du temps, de réussir à un moment donné à tenir le rythme, hein, il y a aussi de ça, et à trouver une sorte d'équilibre malgré, les exigences très fortes qui peuvent exister. D'accord, donc les startups, ouais, ça va être vraiment gestion du temps comme tu dis, Ouais, parce ouais, qu'il y a ouais. une importance d'aller très vite. C'est vrai que c'est un écosystème où il faut aller très vite et on Ouais, n'a pas toujours le temps de se poser. et communication aussi, ouais, Et exactement. communication, mmh. Complètement. Et par rapport à tes interventions justement ou comment dire? Par rapport à tes interventions auprès des femmes, qu'est-ce que tu as constaté qui revenait très souvent en termes de limites, de croyances? Croyances limitantes plutôt. Ouais, bah, il y en a beaucoup. Il y a le sujet de la confiance, et de la confiance en soi qui revient tout le temps. Il y a le sujet du syndrome de l'imposteur qui est assez Ouais, présent et c'est intéressant de rappeler que, paradoxalement, plus une femme va s'élever dans la hiérarchie d'une entreprise, plus elle va être sujette au syndrome de l'imposteur, tu vois? d'accord, ouais. Alors Plus qu'on elle pourrait prend ouais, ouais, on pourrait se plus dire que elle, ce serait ouais, l'inverse. ce serait l'inverse. Normalement, on prend C'est ça. confiance Ben justement. voilà, mais en fait non, parce que plus tu es élevé dans la hiérarchie de l'entreprise, plus tu es «visible» entre guillemets aux yeux des autres et plus tu es à même D'accord, de te dire: «Oh mon Dieu, ils vont finir par découvrir la fameuse imposture», tu vois? Donc non, non, et ça je le vois chez des femmes qui ont des postes effectivement de direction et à haut niveau. Il y a encore ce syndrome de l'imposteur. Je vois aussi beaucoup, et ça je pense qu'on souffre de la génération des générations, de notre éducation pour les, quarantenaires ou trentenaires, le syndrome de la bonne élève. ouais. C'est-à-dire, vouloir être parfaite, tout bien faire, sauf qu'on n'a pas toujours compris ou alors on le comprend tard que, entre guillemets, «les règles du jeu de l'école», c'est-à-dire travaille bien, lève la main pour demander la parole, aie des bonnes notes, sois première de classe, ne bavarde pas trop et ça ira très bien, tu auras des bonnes notes. C'est pas pareil en entreprise. Oui, Les c'est règles vrai. ont changé en entreprise, même si tu travailles comme une petite fourmi, que, tu es, très politiquement correct, que tu fais tout bien, c'est pas forcément pour ça que tu auras le job d'après, la promotion et qu'on on pensera à toi. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça et ce fameux syndrome de la bonne élève, ça, pousse aussi et c'est ce qu'on travaille sur la masterclass Stronger, à se libérer des injonctions, des étiquettes que d'autres personnes, pendant notre enfance, notre adolescence ou nos jeunes années d'adultes, nous ont posées et dans lesquelles, quelque part, on a tendance à s'enfermer, tu vois? Mmh. Et parfois, c'est très dangereux parce que parfois, on va avoir tendance à faire des choses pour donner raison aux étiquettes qu'on nous a collées. Alors qu'en fait, ces étiquettes, c'est pas nous qui les avons choisies. Donc tu vois, c'est tout un process, pour effectivement, bah, oui, se libérer de ça et ça commence par là, pour ensuite avancer et se sentir plus libre et plus aligné surtout avec qui l'on est. Mmh. Ouais, tout à fait. J'avais vu justement il y avait des études qui avaient été faites, sur le fameux syndrome de la bonne élève. Les filles en général à l'école, on les voit qui sont de très bonnes notes, qui sont toujours les premières, qui sont là pour aider et puis au final, qui obtiennent, en pourcentage, elles obtiennent, je crois qu'elles sont 98 à avoir le bac contre je sais plus combien, mais en tout cas beaucoup moins Ouais. un peu moins chez les hommes. Et par contre, quand elles sortent de là, bah, elles sont, toujours, en termes de poste et de revenus, Mmh. elles restent, en dessous, quoi. Mmh. C'est vrai, exactement. Donc bon, c'est Complètement. un travail encore à faire qu'on a, nous les femmes, ça Ouais. vient de l'éducation et l'école pousse pas encore assez, je pense aussi les femmes à être plus, on va dire, comme un peu les hommes, c'est-à-dire, ben, être Et plus parler un peu plus, être plus dans l'affrontement, on va dire aussi. ouais, dans l'assertivité, tu as totalement raison. Ce Mmh. que tu dis, il y a 2 études qui illustrent parfaitement ce que tu dis. La première qui montre qu'effectivement, c'est ce que tu disais, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Un petit pourcentage, il y a un pourcentage, plus important, mais qu'on les retrouve à des postes moins élevés. Donc il y a un problème dans l'équation. Tu es plus Et tout diplômé, à mais fait.
Voilà, avec une grosse chute quand même à la période de la maternité dans l'ascension sociale, dans l'ascension professionnelle, pardon. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, face à une offre d'emploi, une job description, les femmes vont attendre d'avoir 90% des compétences nécessaires pour oser postuler, alors que les hommes attendent d'avoir en moyenne 60%, et ils se disent, et ils ont raison, et moi j'aimerais qu'on fasse pareil, ils se disent, bah, j'ai 60% et j'apprendrai sur le tas. Parce que bien sûr qu'on peut pas, voilà, sinon ce serait, si d'ailleurs, si on devait avoir 100% des compétences du job, quelque part, on aurait vite fait le tour de la question. Donc voilà, c'est des études effectivement qui relaient tout à fait ça. Exactement. Et justement, donc tu as lancé le podcast, du coup, Les gens te le disent, tu nous en parlais tout à l'heure, donc il a maintenant 2 ans, c'est Oui, ça? exactement. Alors, du coup, la jeunesse, c'était quoi? C'était justement d'aller voir, d'interviewer d'autres femmes pour voir un peu, pour qu'elles racontent, elles, leur légende, leur Exact. histoire? Oui, tout à fait. Alors, pour tout te dire, Fatima, au début, ça s'appelait Les Ambitieuses. Ah Le nom du d'accord, il a podcast, changé de voilà. nom, d'accord. J'ai dû changer de nom pour des questions de propriété intellectuelle, mais au final, je suis très contente parce que même si c'était il y a pile un an, même si ça m'a bien ennuyée, je t'avoue, de devoir tout changer, c'est quand même, voilà, fallait Tu changer l'as changé au bout de combien de temps? 1 an? au bout Ah de oui, 8-9 mois. d'accord, oui. Tu vois? Donc, Il y avait quand même pas mal d'épisodes de sortie, mais au bah, oui, final, ça m'a servi parce que ça fait écho à mon nom d'entreprise, tout à fait. Legendary, et je suis très contente d'avoir trouvé ce nom-là. Donc oui, le concept, c'était de se dire, j'ai envie d'interroger des femmes qui m'inspirent, qui sont d'horizons très différents, professionnels et personnels, sur leur conception de l'ambition. Qu'est-ce que ça représente l'ambition pour elles? Parce que la jeunesse, c'était que je trouvais ça m'étonnait que quand on parle d'ambition pour un homme, c'est une qualité, et quand on parle d'une femme ambitieuse, on va encore avoir ces images de ah ben ça veut dire qu'elle sacrifie sa vie personnelle, ou bien ça veut dire qu'elle a les dents qui rayent le parquet, ou bien elle est individualiste, etc., etc. Mmh. Et j'avais envie un peu de redonner des lettres de noblesse à l'ambition au travers de parcours de femmes, ouais, tout à fait. D'accord. Ouais, comment tu choisis donc tes invités? Écoute, c'est là encore un petit peu à l'instinct, c'est-à-dire que bon, comme je lis quand même pas mal de choses sur ce que font les femmes, honnêtement, je trouve Il y a plein tout. d'invités. Ça n'a jamais été un sujet, et ça montre bien que quand on cherche des femmes compétentes, on en trouve, tu Ouais. vois? Donc oui, je les contacte, principalement sur LinkedIn ou sur Instagram. J'aime bien la diversité aussi des parcours, tu vois? J'aime bien avoir des femmes politiques, des femmes écrivains, des femmes actrices, des femmes, qui sont dans la tech. Je cherche encore, j'ai pas encore trouvé, mais j'aimerais bien avoir une femme mère au foyer, qui l'a décidé, qui a choisi d'être mère au foyer, parce que je trouve ça tout aussi respectable et ambitieux d'une certaine manière que d'avoir une carrière, à des plus hauts postes. Et donc voilà, j'aime bien la diversité des parcours parce que pour moi l'ambition, c'est tout simplement le fait d'oser se réaliser, avoir le courage d'oser se réaliser, quel que soit ce que ça veut dire pour chacune, quoi. Mmh. C'est d'assumer en fait, Ouais, finalement. exactement. Mmh. Mm. Très bien, et aujourd'hui, il y a un autre sujet sur lequel tu es très, actif, très engagé, c'est celui de l'alimentation. Puisque Oui, j'ai vu que tu avais bien vu fait des recherches, effectivement. bah oui, parce que tu es cofondatrice de Manger Citoyen, donc Oui, j'ai vu, ta conférence, que tu as fait une intervention à TED, que j'ai trouvé très, très enfin vraiment très inspirant, il faut dire. merci, c'est gentil. Et comment t'es venu cet engagement? Ouais, c'est une bonne question, effectivement, c'est, un sujet qui m'anime beaucoup. Moi, mon père a toujours été très porté sur le sujet. Il a fini par travailler, là, il travaille, dans l'univers de la gastronomie depuis plusieurs années maintenant, et donc en fait, de par mon enfance, mon éducation, j'ai été toujours, sensibilisée à ça. Je te parlais tout à l'heure d'approche holistique, d'approche globale, sur l'être. Je trouve ça fascinant de se dire qu'en fait, en choisissant ce que tu décides de manger ou pas 3 fois par jour, disons 2-3 fois par jour si, les personnes qui font vraiment 3 repas par jour, tu peux avoir un impact en fait qui est colossal. L'impact évidemment sur ta propre santé, mais ça va bien au-delà. Ça va sur l'impact environnemental en fonction des produits que tu achètes, circuit court ou pas. Un impact culturel, on est quand même la France, le pays de la gastronomie, on a une variété des terroirs de cuisine qui est fascinante. Le sujet de l'éducation, moi je te disais, j'ai un petit garçon qui a 15 mois, donc l'apprentissage du goût, tu as encore des élèves, et je le dis dans le TED Talk, mais tu as des élèves de CM1, de CM2 qui se disent que les frites poussent dans les arbres.
Ouais, Donc oui, quand on est c'est un aussi peu, ouais. décorrélé, ben voilà, tu vois, quand on est aussi décorrélé quand même de notre terre, en fait, parce que les produits, normalement, viennent de notre terre, de là où on vit, de ce qu'on met dans notre corps, c'est qu'il y a un problème. Donc, ça va toucher tellement de volets de la société, économiques, environnementaux, sociétaux, sociaux, que je trouve ça fascinant et que le sujet s'est vraiment intéressé. Et j'ai cofondé Manger Citoyen avec 4 autres personnes pour essayer, quelque part de diffuser ce message-là, qu'on a quelque part plus d'impact en choisissant ce qu'on décide de consommer au quotidien dans notre assiette qu'en allant voter une fois tous les 5 ans, finalement. Ouais. Et le chemin le plus court pour contribuer, pour agir, parce qu'on ne peut pas se battre sur tous les problèmes malheureusement tragiques de ce qui se passe dans le monde, mais à notre niveau, une bonne manière d'agir, c'est justement le sujet de l'alimentation. De choisir, d'être conscient de ce qu'on choisit Oui, tout à lorsqu'on fait, on s'alimente. tout Ouais. à fait. Il faut dire que aussi le Covid, la crise en tout cas a accéléré en tout cas le changement, de notre mentalité, de notre façon de voir aussi ce qu'il y a dans l'assiette. Parce qu'on a Bien pris sûr, beaucoup plus le temps bien de sûr. cuisiner et d'en prendre conscience aussi. Ouais, bah Mmh. oui, bah oui et puis c'est un plaisir je trouve de cuisiner. Alors ça s'apprend, hein, quand on n'a pas l'habitude au début, Bah oui. ça peut être vu un peu comme une corvée et puis c'est vrai que quand c'est répétitif et que, on le fait tous les jours un peu par obligation, on perd la dimension de plaisir mais oui, je trouve que voilà, ça peut être un vrai plaisir et on n'est pas obligé, l'idée reçue de se dire: «Bien manger, ça prend du temps et ça coûte cher», c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut bien s'alimenter pour un budget raisonnable. Ça demande un petit peu plus, c'est sûr, de recherche et de temps que si on va acheter le premier truc venu au supermarché, mais je crois que ça en vaut la peine. Mmh. Justement, tu as des conseils si on veut s'alimenter mieux? Donc, aller faire plus le marché, plus de fruits et légumes? Déjà, se renseigner sur la saisonnalité. Tu tapes sur Google fruits et légumes Des décembre ou saisons. janvier, tu trouves déjà ce qui est de saison, ce qui est pas de saison. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, moi, je conseillerais de trouver 4, 5 recettes qui nous font envie, parce que le plaisir, la dimension plaisir est hyper importante. Moi, je suis hyper gourmande aussi. Mmh. Et de se dire, voilà, il faut trouver du plaisir dans ce qu'on fait, donc aller vers des aliments qui nous font envie. Et puis aussi, s'autoriser, c'est-à-dire que si on ne respecte la règle, tu vois, des 80-20, de se dire on va manger bien et sainement 80% du temps, parce que 100% c'est impossible, il faut aussi être honnête et pas chercher, on en Ouais. parlait, la perfection, tu vois. Et 20% du reste du temps, ben, on a le droit de se faire un burger, on a le droit de manger de la viande, de, je sais pas, prendre des trucs pas forcément hyper healthy, c'est pas grave. Donc voilà, et puis quand on en a l'occasion, aller sur les marchés. Et quand on va au restaurant, ce sera mon dernier conseil sur le sujet, pour être sûr d'aller dans des restaurants qui font de la cuisine de qualité, Mmh. qui recherchent des aliments de saison et qui sont sur des budgets raisonnables, il y a un site qui est génial, qui s'appelle restaurantdequalité.fr. Et en fait, vous rentrez votre adresse et ça vous sort tous les restaurants à côté de chez vous qui ont une appellation, en fait, une sorte de label D'accord, qui s'appelle restaurant de qualité. d'accord, très bien. Bah, je le mettrai dans les notes Ouais, en super. référence. Merci beaucoup, Laura. J'ai, encore quelques questions. Justement, c'est quoi tes prochains défis pour, l'année 2022? Écoute, ils sont nombreux, tu t'en doutes. Ouais, j'imagine, bien chargé. Alors, tu nous parlais d'une émission Oui, télé. alors effectivement, dans la continuité, c'est pour ça que je parlais de médias, plutôt que de podcasts, mais dans la continuité de Legend Ladies, le podcast, il y a une émission télé, qui s'appelle Femmes de légende, donc le titre, mais en français, qui va commencer à sortir, le dimanche 9 janvier à 20h45 sur la chaîne Télé Sud. Et c'est une émission que je coproduis donc avec la chaîne. Le principe, c'est le même que sur le podcast, c'est juste la durée qui est différente. On n'est plus sur des épisodes d'en moyenne 1 heure, on est sur un format de 30 minutes avec une femme qui vient parler et que j'interroge sur son parcours, sur ses inspirations, sur sa responsabilité aussi de rôle modèle. Et ça, c'est tous les 15 jours à partir du 9 janvier. Donc ça, c'est un D'accord. premier projet. Et ensuite, c'est évidemment de continuer les masterclass Stronger, auxquelles je suis très attachée parce que tu vois, les masterclass, au-delà d'être 2 demi-journées de formation, en fait, après la masterclass, moi, je crée des groupes WhatsApp et LinkedIn avec toutes les D'accord. femmes qui ont participé. Et ça me fait chaud au cœur parce qu'en fait, elles s'écrivent quasiment quotidiennement.
Et ça, je Ah, trouve ça génial parce que tu en as une qui est expatriée à San Francisco, tu en as une autre qui est dans le sud, tu en as une autre qui est à Paris. Elles ont toutes des métiers différents, des situations personnelles différentes. Mais le fait d'avoir passé ces 2 journées d'introspection, de formation ensemble, et ben, en fait, ça crée des sortes de mini promos et je ça trouve crée des liens. c'est génial. Ben voilà, et elles s'échangent des infos, des photos, enfin, c'est top. Mmh. Et il y a Et aussi c'est des masterclass, pardon, que tu fais, quoi, une fois par trimestre, exactement, plus? ouais, C'est c'est une ça? fois tous les 2-3 mois, exactement. Ouais, D'accord. tout à fait. 2 demi-journées. Oui, tout à fait, exactement. Et puis un autre gros projet aussi, c'est celui de créer une académie en ligne qui va s'appeler Legend Ladies Academy, donc une sorte de formation digitale qui sera accessible aux entreprises comme aux individuels, sur en fait les sujets pour le coup liés aux femmes. Là, on est vraiment sur, des formations liées aux femmes. C'est un petit peu la masterclass Stronger, mais, la masterclass Stronger, il y a que moi qui interviens. Là, il y aura d'autres femmes et je peux pas en D'accord. dire plus, mais, voilà, c'est un projet aussi qui verra le jour en 2022. D'accord, très bien. Bah, il y a plein de beaux projets. Voilà. Toujours autour des femmes en plus, c'est très bien. Ouais, tout à fait. Est-ce que justement tu peux nous citer une femme dans le paysage peut-être entrepreneurial qui t'inspire? Ouais, bien sûr, moi j'aime beaucoup alors il y en a plein, mais j'aime beaucoup Céline Lazorte, Oui. qui a créé, en 2009, Litchi. Mmh. Et en fait, elle est partie d'une idée assez simple, mais qu'elle a exécutée avec beaucoup de talent. Et voilà, je suis assez impressionnée par ce qu'elle a fait de cette société-là. Ça reste une référence, moi, je trouve, de l'entrepreneuriat féminin français. C'est quelqu'un aussi qui, je trouve, a une communication personnelle, qui est très juste, c'est-à-dire que, on sent que sa communication, sa manière de communiquer est alignée avec qui elle est. Et ça, je trouve que, bah, en fait, tu as pas besoin forcément de communiquer à tout va. Si c'est aligné avec qui tu es, c'est tout aussi puissant. Et là, je crois qu'elle s'est engagée dans un nouveau projet qui est autour de la recherche pour le cancer. Donc toujours en fait avec voilà, du sens derrière ces projets. Et je sais que c'est quelqu'un d'engagé, c'est aussi une maman. Donc oui, Céline Lazorte, je trouve que c'est un bon exemple de femme entrepreneur. Ouais, très inspirante, Mm, je suis d'accord. ouais. Est-ce que tu as un livre ou podcast ou documentaire que tu aimerais, partager avec nous? Oui, écoute, le podcast, à part le tien et le mien, non, le podcast, bah, forcément, j'ai dévoré Femme puissante de Léa Salamé, Ah oui. évidemment, que je trouve très intéressant. J'aime bien le podcast aussi Métamorphose, je sais pas si tu le connais? Ah, si j'ai entendu parler, ouais. Ouais, Mmh. Métamorphose, c'est un très bon podcast. C'est vraiment axé développement personnel. C'est assez intéressant et puis ils vont vraiment creuser dans le détail des thématiques qu'ils abordent. C'est assez construit. Si je passe au sujet des livres, honnêtement, il y en a plein, mais il y en a un que j'ai bien aimé qui est un roman qui s'appelle L'art de perdre d'Alice Zeniter. Qui est un roman vraiment que je conseille, parce que, voilà, il y a plein d'apprentissages au travers d'une histoire, et l'art de perdre, tu vois, on a encore, une relation à l'échec, en France qui je trouve, mériterait d'être creusée. Très Et bien. juste sur ce sujet-là, je fais une petite parenthèse, Fatina, si tu me le permets, mais Mmh. tu vois, on envisage souvent l'échec comme un résultat, comme une finalité. Tu as réussi ou tu as échoué. Alors qu'en fait, si on change de mindset et qu'on se dit que l'échec, c'est une étape vers le succès, ben ça change tout. Et du coup, Tout à fait. on a moins peur d'oser. Parce qu'en réalité, quand on voit les grandes réussites, tu pas une seule personne qui a eu une grande réussite qui a pas échoué 10 fois avant. Donc si on voit Exactement, ouais. l'échec, voilà, comme une étape et Mmh. plutôt que comme une finalité, je trouve que ça renverse un peu la tendance. Ouais, tout à fait. Je suis totalement d'accord. C'est vrai que, je pense que je ne connais même pas, même dans les très grandes personnalités, du monde des startups, qui aient, réussi d'un seul coup, quoi. En général, ils ont Mmh. tous échoué, testé des choses avant d'y arriver. Donc, faut voir l'échec, non pas comme, un échec, mais comme, une expérience qui nous fait avancer. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne? J'en ai 2, j'ai le droit. Oui, tout à fait. Non, moi, la phrase de Nietzsche qui est très simple, qui dit: «Deviens qui tu es», je la trouve Ouais. simple mais très puissante parce que déjà, elle nous pousse à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire devenir qui on est? Et ça ouvre la porte justement à l'introspection sans se mentir, tu vois? En essayant vraiment de se poser à soi-même des questions honnêtes. Est-ce que je suis là où je veux vraiment dans ma vie? Est-ce que la personne qui m'accompagne, est la bonne personne? Est-ce qu'en fait, des questions qui peuvent faire peur, mais qui Mmh. sont utiles pour pas passer à côté de ses rêves et à côté de sa vie.
Donc je trouve que cette phrase, elle est puissante. Et une autre que j'adore, qui est de Goethe, qui dit « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » Et ça, je trouve ça très puissant C'est parce très que bien. ça incite à oser, quoi. Vas-y. Merci beaucoup, merci Merci. Laura pour cette interview, pour tout ça. Et si on veut t'écrire, ça se passe où? Alors ça se passe sur LinkedIn à Laura Le Sueur. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, je réponds en général assez rapidement. Et sur Instagram, Legend Ladies Podcast. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss. Vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.